c'est quoi cette valeur finalement? Alors, on va se mettre à la place de Jeff Bezos. Il dit, bon, j'ai 200 millions de dollars. Bon, voilà. 200 milliards de dollars, évidemment, pardon. 200 milliards de dollars. Alors, j'ai 200 milliards de dollars. Et puis, tu as Jeff Bezos qui est dans le désert. Il part dans le désert. Et puis, il se perd. Et puis, il a plus d'eau. Puis, il se dit, voilà, mais attends, voilà. Et puis, il croise un bédouin qui a une gourde d'eau. Il dit, ah, donnez-moi de l'eau, sinon, là, j'ai absolument besoin de m'hydrater. Et l'autre lui dit, ok, mais donnez-moi vos actions, toutes vos actions. Alors, est-ce qu'il lui donne? Ben, évidemment, il lui donne. Donc, dans ces circonstances-là, les 200 milliards de ce monsieur valent un verre d'eau. On est bien d'accord. Une gourde. Une gourde. Allez, une gourde. Soyons généreux, une gourde, voilà. Didier Darcet, bonjour. Bonjour Richard. Il y a une question qui est intéressante sur laquelle je voulais te questionner. En réalité, sur les marchés, on évalue le prix d'une entreprise à la dernière transaction réalisée. C'est-à-dire que si on est malin tous les deux, si on veut faire une blague, on vend à 1 euro, t'achètes une action Tesla et tu me la vends à 1 euro, et moi je l'achète à 1 euro, on est les derniers du jour à faire la transac. Ouais. Et ben la valorisation de Tesla, elle tombe à 10 000 balles. C'est tout à fait ça. Ben ouais. Il y a des manipulations hors marché qui se font comme ça, bien sûr. Ouais. Et alors ça, c'est pratique pour mesurer l'efficacité marginale du capital. Mais en vrai, on sait bien que si Elon Musk il essaye de vendre 5% de ses parts, il n'aura jamais le prix qu'on lui. Donc, est-ce que les riches sont vraiment riches en parlant des gens qui possèdent leur entreprise, qui possèdent des actions? Et comment est-ce qu'on peut se représenter ce changement de nature de l'argent? Ouais, non, c'est une très bonne question. Donc la richesse calculée de façon instantanée par le marché qui en fait ne mesure qu'un flux, qu'un tout petit flux, puis tu te dis bon tout c'est pareil. Bon, il est complètement évident que la valorisation d'un flux ne te dit pas du tout sur la valeur, parce qu'il est évident que si tout le monde dit bon bah c'est très bien, ce prix est très bien, vendrons tous à ce prix-là, bah il y aura pas d'acheteurs, donc le prix ce sera zéro. Donc on voit bien que la valeur calculée en mark to market, ce qu'on appelle, une valeur de marché, ne peut tenir que s'il y a un marché. Voilà, que s'il y a un marché. Donc c'est le premier point. Ensuite, c'est quoi cette valeur finalement? Alors, on va se mettre à la place de Jeff Bezos. Il dit bon, j'ai 200 millions de dollars. Bon voilà. 200 milliards de dollars, évidemment, pardon. 200 milliards de dollars. Alors, j'ai 200 milliards de dollars. Et puis, tu as Jeff Bezos qui est dans le désert. Il part dans le désert. Et puis, il se perd. Et puis, il a plus d'eau. Puis, il se dit, voilà, mais attends, voilà. Et puis, il croise un bédouin qui a une gourde d'eau. Il dit, ah, donnez-moi de l'eau, sinon, là, j'ai absolument besoin de m'hydrater. Et l'autre lui dit, ok, mais donnez-moi vos actions, toutes vos actions. Alors, est-ce qu'il lui donne? Ben, évidemment, il lui donne. Donc, dans ces circonstances-là, les 200 milliards de ce monsieur valent un verre d'eau. On est bien d'accord. Une gourde. Une gourde. Allez, une gourde. Soyons généreux, une gourde, voilà. Et voilà. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la valeur de quelque chose dépend de son utilité en projection. Parce que lui, son utilité en projection, c'est le verre d'eau. Voilà. C'est de survivre. Voilà. Et c'est la même chose pour tous les intervenants. Ça n'est pas du tout une valeur qui sort du ciel, écrit sur les tables de la loi. Donc la question, c'est quelle est cette utilité en projection? Et l'utilité en projection, c'est ce qu'en physique on appelle l'énergie libre. C'est-à-dire, c'est la part de l'énergie dont tu peux faire quelque chose. Que tu peux utiliser pour faire quelque chose. Et faire quelque chose, ça veut dire projeter dans l'avenir. Avec ce truc-là, avec ce litre de pétrole, je peux prendre ma voiture et donc aller là, faire ceci, faire mes courses, plein de choses que je peux faire. Ça m'ouvre des champs de liberté du possible. Je peux me nourrir parce que je peux aller acheter un truc si on me donne ceci. Donc, c'est la projection de l'ensemble des choses que l'on peut faire en contrepartie de, par exemple, ces actions-là. Donc, c'est une projection qui est toujours dynamique. C'est dans un écosystème. C'est la valeur de quelque chose dans un écosystème, parce que posséder cette situation stratégique ou ce statut dans cet écosystème te permet de faire ceci dans cet écosystème. Ça n'a absolument aucune valeur en tant que telle. Cette discussion avec Didier nous renvoie à la conception de la valeur en définitive. La vie est risquée par nature. Nous naissons et nous mourons. Entre ces deux extrêmes, nous évoluons pour vivre du mieux possible en essayant de nous débrouiller avec l'incertitude. Pourtant, l'agitation de la vie, que l'on peut aussi appeler le risque, est devenue tout particulièrement douloureuse ces 2 derniers siècles.
disons depuis la Révolution française. Rappelons-nous qu'entre l'an 481 et 1792, donc en 1300 ans, il y a eu 3 régimes monarchiques qui se sont succédés que l'on appelle la période de l'Ancien Régime. Avant la Révolution, l'essentiel de la population était pauvre et la croissance économique était quasiment inexistante. Mais les gens savaient que la vie de leurs petits-enfants ressemblerait trait pour trait à la leur, à quelques épidémies près. La volatilité de la vie était assez faible pour le français moyen. Mais voilà, depuis la Révolution française, l'incertitude a considérablement augmenté. Imaginez-vous qu'au XIXe siècle, la France a connu 2 monarchies et 2 empires avec de grandes périodes de troubles politiques et civils, ainsi que de nombreuses guerres en Europe. En matière de stress, ils en connaissaient un rayon à l'époque. Enfin, le 19e siècle a débouché sur le 20e siècle avec ses 3 républiques et ses 2 guerres mondiales, plus des guerres à l'étranger comme le Vietnam ou l'Algérie. En termes de traumatisme, nos grands-parents ont également eu leur dose. Il est donc compréhensible que nous ayons cherché à établir depuis 1945 une société toujours plus protectrice pour le plus grand nombre avec la sécurité sociale au sens large du terme. Santé, chômage, retraite et même sécurité de l'épargne. Le livret A date de 1818. L'assurance vie a reçu une garantie de l'État en 1850 et le PEL date de 1985. Il n'est donc pas étonnant que mes parents m'aient donné le message suivant quand j'étais petit: travaille bien à l'école et tu trouveras un bon boulot bien payé à l'abri du risque. Ce n'est pas vraiment étonnant. Lorsque ma mère est née en 1942, les nazis cherchaient les juifs dans son orphelinat. On n'a pas vraiment eu la même vie. Mais voilà, comme le dit Paul Devendre dans sa parabole du kayakiste, l'incertitude fait partie de la vie et nous autres êtres humains sommes conçus pour vivre dans l'incertitude. C'est un élément constitutif de notre évolution. C'est pour cela qu'à titre personnel, je pense que nous ne sommes pas faits pour vivre dans la sécurité absolue. La sécurité a tendance à nous rendre paresseux. Dans le fond, ce qui nous pousse à nous dépasser et à évoluer, c'est bien la crainte de l'incertitude et notre volonté farouche de vouloir dominer notre environnement. En gros, l'incertitude est un de nos moteurs fondamentaux, bien que notre envie profonde soit de l'éliminer. Curieuse constatation, n'est-ce pas ? Pour autant, nous arrivons sur une fin de cycle concernant cette sécurité, car on ne supprime jamais le risque, on ne fait que le déplacer. Donc l'insécurité que nous avons enlevée de nos vies, nous l'avons reportée dans un lieu commun que nous appelons l'État, et il nous revient tout naturellement dans les gencives aujourd'hui sous la forme d'un État en faillite. Une faillite financière que nous vivons en ce moment, même si elle ne dit pas son nom, et une faillite sociale, puisque l'incertitude sociale que l'on avait chassée par la porte revient par la fenêtre. Le nombre d'exclus augmente et ceux qui perçoivent des aides sont de plus en plus incités à ne pas travailler puisque le risque a disparu pour eux. C'est pour ces raisons que je pense que nous assistons à une faillite de la responsabilité collective. Nous comprenons que les garanties données par l'État ne sont plus si garanties que cela et qu'il va falloir se débrouiller par nous-mêmes. Trouver un patron qui vous offre une sécurité de l'emploi, mais aussi une forme de relation paternaliste, devient progressivement plus difficile que de trouver des clients qui vous apportent du risque, mais aussi une relation d'adulte à adulte. J'ai été salarié et j'avais un revenu fixe et la sécurité. Aujourd'hui, je suis patron de plusieurs sociétés et actionnaire dans d'autres, et mes revenus sont incertains d'un mois à l'autre, tout comme la pérennité de mes entreprises n'est pas garantie. Dans 1 an ou dans 5 ans, peut-être que tout ça aura disparu et que ma vie sera très différente. Je travaille également plus car j'attaque à 6h30 le matin et je rentre chez moi pour 18h30. C'est plus que mon ancien contrat à 38 heures par semaine. Pour autant, je gagne bien mieux ma vie et je suis tellement plus heureux, c'est incomparable. Il faut toujours se rappeler que la valeur n'est pas quelque chose de statique. Elle se déplace en fonction des situations, des époques et de nos environnements. C'est ce que Didier exprime lorsqu'il nous parle du prix de la gourde d'eau dans le désert. Tout l'enjeu d'une bonne gestion, c'est d'anticiper le déplacement de la valeur et de diversifier son épargne pour mitiger le risque global. C'est pour cela qu'avec Guillaume Rouvier, Charles Gave et Didier Darcet, bien sûr, nous essayons de vous apporter au travers de la lettre d'investissement, la stratégie grand angle, et au travers de Nestor, notre plateforme d'assistance à la gestion libre, une partie des outils nécessaires pour devenir plus libre et partir à la conquête de votre propre risque. Pour vous abonner à la lettre ou à Nestor, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Je pense que la vie est vouée à devenir plus risquée dans les décennies qui viennent, mais en même temps tellement plus exaltante pour ceux qui prendront le parti d'assumer la responsabilité de leur sort. Et
cette notion de mark-to-market, d'ailleurs, elle est aujourd'hui généralisée sous influence américaine. Mais c'était pas le cas en France quand moi je faisais mes études. La comptabilité en France n'était pas mark-to-market. Eh bien, je me souviens que j'avais étudié, par exemple, les comptes de l'hôtel Lutetia. Dans l'hôtel Lutetia, en face c'est à côté de Sciences Po, etc. Enfin, magnifique hôtel Lutetia. À Paris, quoi. À Paris, oui. Voilà. Dans le quartier latin, voilà. Et magnifique hôtel Lutetia. Les comptes de la société, ça valait rien dedans. Il n'y avait pas de mark-to-market de ce truc-là. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient eu un coût au départ, mais qui avait été amorti sur tellement d'années que ça ne valait plus rien. Donc, la conséquence, c'était quoi ? C'est que c'était ridicule. Si quelqu'un voulait acheter du Lutetia, c'est pas, ça vaut rien. Pas pour 100 000 balles. Bon, voilà. Non, c'était pas ça. Les gens allaient se faire une estimation de l'hôtel Lutetia. Donc, disaient, les comptes étaient faux. Oui, ils étaient faux, mais ils étaient compris d'un acheteur, parce que de toute façon, ça se achète pas souvent, ce genre de truc, hein. C'est une fois tous les 50 ans, il y a un repreneur. Donc finalement, la marque to market de l'hôtel Lutetia, tout le monde s'en fout. Tout est d'accord. Par contre, maintenant qu'on est passé en comptabilité mark to market sous influence américaine, de mondialisation, etc., eh ben, la valeur de l'hôtel Lutetia, elle monte et elle baisse. Tous les jours. Ben oui, enfin, tu vois, par estimation ou par machin. Donc on peut se retrouver, tout d'un coup, la société qui détient l'hôtel Lutetia peut tout d'un coup gagner 40 millions d'euros cette année en plus de l'année dernière, tout simplement parce que la valorisation de son hôtel a monté. Et puis l'année d'après, elle perd 80 millions. Mais c'est absolument absurde. De toute façon, elle va jamais le vendre. C'est son outil de fabrication. C'est pas son outil de fabrication, mais c'est son outil d'exploitation. Donc le flottement de cette valeur n'a aucun sens dans ce cas-là. Et le mark-to-market conduit aussi à des absurdités, c'est-à-dire des espèces de fluctuations de valeur sur l'outil de fabrication ou l'outil de production, qui ne devrait pas subir ça. Qui ne devrait pas le subir. Donc, si tu veux, la comptabilité, c'est un truc très 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 compliqué. C'est très très compliqué. Mais il n'y a pas forcément du bien à tout valoriser à l'instant sur ce qui se passe. Parce que, à l'inverse, pour Tesla, si on s'amuse à faire la dernière transaction du jour à 1 million la part, l'action, eh ben, tout d'un coup, Tesla, il vaut plus que tout l'argent qu'il y a sur le monde. Oui, qu'il y a dans le monde. Parce que toutes les actions sont valorisées à 1 million l'action. Oui. Donc, on voit bien qu'à un moment, ça conduit à des absurdités. Ouais, ça conduit, et des fluctuations absolument gigantesques. Ouais. Et comment on explique alors cette différence entre la personne qui gagne le SMIC et pour lui, 1 euro, c'est une baguette de pain, il y a une stabilité dans la valeur de l'argent, avec ces écarts complètement fantasques des milliardaires. Un jour, il a 200 milliards, le lendemain, hop, il a perdu 30, après il a gagné 20. Oui, mais la baguette, c'est un instrument c'est un bien de consommation. C'est pas un actif. C'est pas un actif financier. N'importe quel actif financier varie énormément. Parce que la personne dont tu parles qui a le SMIC, peut-être qu'il a acheté du Bitcoin. C'est pareil, hein. Il a acheté du Bitcoin et puis tout d'un coup, son truc, ça vaut une fortune et puis le lendemain, ça vaut plus rien. Ça, tu vois, donc, là, c'est pas une valeur de bien de consommation. C'est un actif. Donc, c'est une projection, espèce de truc dans lequel, justement, la valeur de transaction instantanée est censée te représenter la valeur du stock, ce qui est évidemment pas vrai. C'est-à-dire impossible de valoriser l'ensemble du stock à sa... Alors, comment savoir si les inégalités sont si grandes que ça? Parce qu'en plus, les riches, ils sont même plus si riches que ça, du coup. Enfin, on sait pas. Non, mais ça, ensuite, faut pas exagérer. Comment on quantifie? Oui, mais comment... Parce qu'en fonction, c'est le gars, s'il a 200 milliards ou 2 milliards, c'est pas les mêmes inégalités au final. C'est pas les mêmes inégalités. Alors, je sais pas si tu le prends d'un point de vue de quoi? De taxation? D'écart de richesse. Il y en a un où l'inégalité, elle est 100 fois moins grande puisque le gars, il a 100 fois moins que la veille, quoi. Oui, il y a des inégalités qui fluctuent énormément au jour le jour à cause du mark-to-market, que ces choses-là. Ça, tu ne peux pas le contrer, puisque si tu fais une comptabilité en mark-to-market, maintenant, quelle est la réalité de cette valeur? De quoi parle-t-on? Tant que tu peux pas le vendre, ton truc, ça n'est que le rendement de ce qu'il te produit. Normalement, quand tu es propriétaire d'une action, a priori, tu achètes en abandonnant ton argent. Tu dis, je ne le retrouverai jamais. J'accepte de vous donner cet argent, monsieur l'entrepreneur, et faites-en bon usage et donnez-moi des dividendes tous les ans. Et ensuite, tu vas regarder tes dividendes tous les ans qui vont être quelques pourcents, qui vont ressembler à ce que te procure une obligation. Et à ce moment-là, tu vois ce que c'est que la valeur réelle des dividendes que tu es payé en cash, là, en monnaie, et avec ça, tu peux acheter des baguettes de pain. Donc, on est vraiment dans du réel, là.
tu as donné un certain nombre d'argent au départ, et là, tout le reste, qui est la valorisation potentielle de sur un marché, je pourrais le revendre, etc., là, on est dans ce qu'on veut bien. Donc, si tu veux retomber sur terre, tu regardes la distribution des dividendes d'une action. Année après année, après année, après année, tu regardes et tu vois ce que c'est. Et comment on fait avec une boîte comme Amazon qui dit moi, le dividende, j'en donne pas, vous avez qu'à vendre des actions si vous voulez de l'argent? Bah oui, mais à ce moment-là... Il donne jamais de dividende, lui, il dit, je vais vous faire voir, moi je réinvestis tout le temps. Et puis voilà. Bah, c'est parce que lui, il est en forte croissance d'investissement. Alors, tu as différents types de sociétés. C'est-à-dire qu'il y en a qui distribuent pas de dividendes ou qui gardent le cash pour eux, plutôt que de distribuer. Il y en a qui le gardent parce qu'ils ont envie d'investir. Parce qu'ils te disent, faites-moi confiance, je vous donne pas de dividendes, mais avec cet argent, au lieu de vous le donner, je vais en faire bon usage à l'intérieur et j'en ferai meilleur usage qu'à l'extérieur. Et si c'est le cas, si c'est vérifié, si tu veux, parce que tu regardes les profits chaque année, tu dis, bon, il a gagné tant en profit, ok, il dit, non, je ne vous le distribue pas. Parce que moi, j'en ferai mieux. Et puis, tu regardes chaque année si c'est le cas. Alors, on en avait parlé sur le book value et comment ça monte. Si c'est le cas, bah, tu dis, je continue à faire confiance à cette personne, elle prend le choix, bon. Et puis, tu as une autre raison qui, à mon avis, aussi, malheureusement, le cas dans beaucoup de ces sociétés qui accumulent beaucoup de cash pour l'instant, c'est-à-dire de liquidité. Mais des centaines de milliards. Et là, tu peux te dire, tiens, c'est bizarre. Parce que si tu dis, je garde mes profits, je ne veux pas les distribuer, messieurs, mais je les garde dans un compte de liquidité. Ben attendez, vous êtes gentil, rendez-le-moi cet argent alors. Hein. Ça n'a aucun sens. À quoi ça sert d'être actionnaire? À quoi ça sert de garder de l'argent liquide qu'on a dans une société si c'est pas pour l'investir? Parce que si c'est pas pour l'investir, garder cet argent liquide, ça va faire baisser la rentabilité globale. C'est ça. Donc c'est très très problématique. Donc là, ça pose une question. Et la question, à mon avis, la réponse est évidente. C'est que c'est pour des raisons fiscales. Ah bah oui, c'est-à-dire que si tout d'un coup il sortait cet argent qui doit être à droite, à gauche, etc., et qui devait pour le distribuer le faire, alors là il serait taxé. Et donc il se garde cet argent pour ne pas payer de taxes. Donc c'est je pense, j'en suis convaincu. Sinon, mais personne n'y touche du coup. Non, mais ça reste dans la société. Tu payes pas de taxes, mais tu l'as pas non plus. Tu l'as pas non plus. Mais sinon, une société n'a aucune raison d'accumuler autant de cash, sauf pour se garder un petit matelas pour faire des investissements, un programme d'investissement massif. Qu'il a en tête dans les années à venir, on sait jamais. Comme Apple qui essaye de se lancer sur les semi-conducteurs, mais c'est très cash intensif. Ou racheter d'autres boîtes, etc. Ça c'est possible. Mais quand tu vois que ce cash s'accumule et que ça ne se produit pas, tu te dis c'est pour des raisons fiscales. Et ça c'est pas très sain, quoi. Il y a un truc qui va pas là. Donc réveillez-vous les hommes politiques là, on peut pas laisser faire ça. Normalement il faut la distribuer. Donc le délire de la valorisation le délire ou les essais d'estimation par le marché de quelque chose, ça peut fluctuer dans tous les sens, ça peut aller dans tous les sens. Mais pour un investisseur, non, vous regardez la distribution des dividendes. Si vous êtes investi pour 10 ans, vous regardez ce que ce truc vous a rapporté chaque année pendant 10 ans. Et là, vous êtes vraiment dans le réel. Hein. Et puis ensuite, les fluctuations, machin, dans les 10 ans, vous allez forcément passer par un crack qui va faire moins 50. Alors si vous valorisez à ce moment-là, ce sera pas la même chose qu'avant. Et c'est pas bien grave. Merci Lily. Et moi que te remercie. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.